Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce workshop pour nous avoir invités à réfléchir sur des thématiques intéressantes et d'actualité. Je les remercie également de m'avoir accordé une occasion de vulgariser une notion qui reste un petit peu méconnue dans notre milieu. Et il s'agit de la notion de l'incipit du discours scientifique. Alors, ma communication s'intitule « Proposition didactique pour l'enseignement-apprentissage de l'incipit du discours scientifique ». Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation dans lequel l'approche par compétence, la démarche de la séquence didactique ainsi que la démarche active de découverte sont adoptées. Alors, je commence par la définition de cette notion. Bien sûr, l'incipit, ce type d'incipit renvoie aux premières phrases ou au premier paragraphe de l'introduction générale d'une thèse de doctorat, d'un mémoire de fin d'études, d'un article scientifique ou d'un projet de recherche. Alors, les premières phrases ou les premiers paragraphes sont intéressants. Pourquoi? Parce que d'après Herman, qui a repris les termes de Delongo, l'incipit d'un article scientifique comporte assez clairement un jeu identificatoire permettant de situer le texte dans une mémoire intertextuelle. Sa citation signifie que l'incipit permet d'ancrer un travail de recherche au milieu d'autres travaux. Et là, la citation part de l'incipit de l'article scientifique. Donc, cela s'applique sur les autres discours, à savoir la thèse de doctorat, le mémoire de fin d'études et le projet de recherche. Alors, le premier à s'être intéressé à l'incipit scientifique, c'est le chercheur américain Swiles, qui en 1981 a étudié 40 introductions d'articles scientifiques et les ressorti par une séquence d'étapes prototypique du genre. Cette séquence a été modifiée après quelques publications. Alors, je montre là le modèle de la séquence qui a été établi par Swiles et Fick en 2004. Ce modèle se réalise en 3 mouvements. Le premier mouvement consiste à établir un territoire dans la recherche. Le deuxième mouvement consiste à établir une niche. Le troisième mouvement consiste à occuper la niche. Alors, je reviendrai en détail sur chacun de ces 3 mouvements dans ce qui suit. Le premier mouvement, qui consiste à établir un territoire dans la recherche, se fait en montrant que l'aire générale de recherche est importante, centrale, intéressante, problématique ou pertinente d'une certaine manière, en introduisant et en passant en revue des éléments des recherches précédentes dans la même ère. Maintenant, le deuxième mouvement, qui consiste à établir une niche, se fait en indiquant un trou dans la recherche précédente ou en étendant la recherche précédente d'une certaine manière. Le troisième mouvement, qui consiste à occuper la niche, se fait en soulignant les buts et en affirmant la nature de la présente recherche, en dressant une liste des questions de recherche ou des hypothèses, en annonçant les principaux résultats, en indiquant la valeur de la présente recherche, en indiquant la structure de la recherche. Alors, ce que je reproche à ce modèle est qu'il est un petit peu lent, et il est difficilement didactisable. Ce que j'ai fait est que je me suis appuyé uniquement sur les étapes qui sont obligatoires, et j'ai établi une classification d'incipit. Alors, nous avons l'incipit de rejet et l'incipit de continuité. L'incipit de rejet se réalise en trois temps, en 3 étapes. La première étape consiste à évoquer les travaux antérieurs. La deuxième consiste à se positionner par rapport à ces travaux. La troisième consiste à évoquer la nature de la recherche. L'incipit de continuité est le même que l'incipit de rejet. La seule différence réside au niveau du positionnement du chercheur. Dans l'incipit de rejet, le chercheur ou bien l'auteur du discours scientifique indique un trou dans les travaux antérieurs. Par contre, dans le positionnement du chercheur qui fait un incipit de continuité, étend la recherche précédente. Et cela se fait par l'intermédiaire de certains marqueurs métatextuels spécifiques. Nous avons là l'exemple en nous appuyant ou bien en se basant, en se fondant et d'autres marqueurs.
Alors, pour enseigner ces deux types d'incipit, j'ai mis en place une activité. Cette activité s'organise autour de 4 consignes et de 3 extraits. Alors, la première consigne consiste à donner, la première consigne, c'est donner l'appellation académique des extraits sur lesquels s'organise l'activité. La deuxième consigne consiste à donner les caractéristiques des extraits. La quatrième consigne consiste à produire par les étudiants ou bien par les doctorants des incipits. Et la dernière consiste à donner un titre à l'activité. Alors là, je ne peux pas donner les réponses à toutes ces consignes. Je vais juste me contenter de certaines indications. Dans cet extrait, nous avons un incipit rejet. Les 3 étapes sont données en ordre. La première étape qui consiste à évoquer les travaux antérieurs est mise en vert. La deuxième étape dans laquelle le positionnement du chercheur est mise en bleu. La troisième étape dans laquelle la nature de la recherche est donnée est mise en rouge. Le deuxième extrait est un incipit de continuité. Là, les étapes sont données en désordre. L'auteur commence par donner la nature de sa recherche, c'est toute l'étape qui est mise en rouge. La deuxième étape qui est mise en vert, c'est l'évocation des travaux antérieurs. Nous avons ce qui est mis en bleu, c'est le positionnement de l'auteur. La troisième et la dernière qui est mise en rouge, c'est encore une fois, c'est la nature de la recherche. L'extrait numéro 3, l'auteur commence par donner la nature de la recherche, ensuite il évoque les travaux antérieurs, et à la fin, il revient et il donne plus de précision concernant sa nature de recherche. Et là, le positionnement, c'est un positionnement implicite, on n'a pas de marqueur métatextuel spécifique. Et voilà, avant de terminer, je donne les références des travaux sur lesquels je me suis appuyé pour faire cette étude. Donc nous avons Boquet, Grossman, Boutillier, Denis XVI, Delcambre, Donahue et Herman. Merci de votre attention.